On va continuer sur cette troisième table ronde. On fait le petit chapeau pointu, c'est ça? Petit chapeau pointu. Je m'appelle Éline Vivet-Maladry et je suis chercheuse en gestion et enseignante à Paris-Cité. Et aujourd'hui, j'accueille Stéphane Veilleur et Thibaut Brière qui vont échanger sur la question: peut-on être à la fois sujet et souverain de l'organisation? Donc cette fois-ci, on se place dans un contexte d'entreprise qui cherche à être démocratique ou se démocratiser. Et on se pose cette question-là: qu'est-ce que ça fait au niveau des acteurs? Je vais présenter rapidement Stéphane et Thibaut, qui se connaissaient de nom, mais qui vont échanger pour la première fois aujourd'hui directement. Donc Stéphane, le mot rigolo, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai vu Stéphane pour la première fois dans une conférence, j'ai demandé qui c'était, et mon voisin m'a dit: c'est le loup blanc de la coopération de travail. Je vais quand même le présenter un petit peu plus pour ceux qui ne viennent pas de Le loup blanc. Voilà. Je précise pour la salle, c'est bien moi qui suis en photo là, hein, mais je sais pas où elle a été prise. Loup blanc. Blanc. J'ai quand même reprécisé quelques éléments. Donc Stéphane, ça fait plus de 20 ans qu'il opère dans le monde des coopératives, notamment des coopératives de travail. Il avait participé à la création et à la direction de Copanam, que certains d'entre vous ici connaissent. Et aujourd'hui, il continue à diriger certaines coopératives, à en accompagner d'autres, et puis surtout à transmettre ses connaissances, que ce soit à travers les participations à ce genre d'événements, mais aussi l'enseignement et la publication d'ouvrages. Je pense notamment à Pirater l'entreprise. Je ne pouvais pas ne pas en parler, désolé. Pirater l'entreprise qui vient de paraître. Thibaut, lui, il a un parcours différent. Il est passé par Deloitte, la FNAC, AXA, et il est revenu ensuite à ses premiers amours, la philosophie. Et aujourd'hui, il est philosophe d'entreprise. Il cherche à travers ses interventions à développer la réflexion critique auprès de ses interlocuteurs. Et il s'intéresse à la démocratie dans l'entreprise, mais non pas à travers la question du coopérativisme, ni plus largement à celle de l'ESS, qui recouvre beaucoup d'autres réalités, mais plutôt à travers les nouvelles formes d'organisation du travail. Et à ce titre, il y a une expérience qui est particulièrement significative à laquelle il a participé. C'était dans le cadre d'une entreprise du secteur du BTP à actionnariat familial, dans laquelle il est intervenu et a travaillé pendant 7 ans en tant que philosophe d'entreprise, et qui avait une démarche de libération, donc qui cherchait à faire grandir en autonomie ses salariés. Cette expérience finalement mitigée, elle a également donné lieu à une publication qui est Toxic Management. Donc vous le comprenez, Stéphane et Thibaut, ils vont intervenir aujourd'hui sur le sujet qu'on leur propose, mais ils n'ont pas exactement les mêmes expériences concrètes ni les mêmes cadres de référence. Et quand on avait échangé ensemble, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il fallait peut-être remettre quelques éléments de terminologie. Donc on s'est dit que le souverain, c'était celui qui avait la capacité à exercer son autonomie, quitte parfois à l'imposer aux autres, et cela quel qu'en soit le fondement, et que le sujet, c'était à l'inverse une personne qui était soumise à cette autorité du souverain. Donc la question, elle ne se pose pas exactement la même de la relation entre souverain et sujet pour Stéphane et pour Thibaut, puisque dans une coopérative de travail, on est statutairement censé être à la fois sujet et souverain, alors que dans une entreprise libérée, on est généralement sujet de par le statut et enjoint dans la pratique à être souverain. Donc ma première question pour vous deux, ça va être celle-ci. Quelle relation voyez-vous entre la position de sujet et celle de souverain? Qu'avez-vous observé dans vos expériences respectives? Et est-ce qu'il s'agit là de deux positions en contradiction? Peut-être Thibaut d'abord? Merci Éline. Alors, je vais commencer par m'appuyer sur ta dernière question, et savoir est-ce qu'il y a contradiction entre souverain et sujet. Eh bien, naturellement, donc, je vais commencer par donner quelques éléments de problématisation. Enfin, moi, effectivement, quand on donne ce sujet, en tout cas un philosophe en culotte courte, ça l'intéresse, effectivement, la supposée opposition entre sujet et souverain. Et puis ensuite, vous donner quelques éléments, quelques enjeux que je vois dans l'entreprise, et notamment dans le type d'entreprise dans lequel j'ai travaillé, à savoir une entreprise qui veut se vivre comme une démocratie d'entreprise sans en avoir le statut. Et donc, tout l'enjeu, en tout cas dans mon expérience là, de philosophe d'entreprise embarqué pendant 7 ans, consistait à essayer de déterminer quel mode de management, quel mode d'organisation mettre en place de manière à permettre le plus possible l'émergence d'une démocratie participative.
Voilà quel était l'enjeu, donc c'est très stimulant intellectuellement. Alors, en termes de problématisation, eh bien, la première chose que je voudrais souligner, c'est que d'abord, c'est que tant que le sujet n'est pas souverain, eh bien, il n'est pas encore vraiment sujet. Enfin, pour la philosophie, donc le sujet, c'est, désolé pour ceux qui n'ont pas fait de grec, l'hypokaimenon d'Aristote, c'est ce qui se tient en dessous. Donc, le propre d'un sujet, c'est d'être toujours souverain. Il est toujours sous-jacent aux déterminations qu'il se donne, quelle que soit l'obéissance à laquelle il se trouve factuellement, par exemple dans une situation de travail, consentir. C'est-à-dire ça n'a pas de sens de dire d'un arbre, enfin l'homme n'est pas sujet au même sens où un arbre, une tablette est elle-même sujet. Et donc il ne se trouve jamais réduit à ce qu'il fait, le sujet, c'est ce qui le définit. Il n'est jamais purement passif. Il y a toujours une activité dans un sujet dès lors qu'il est humain. Donc le propre d'un sujet, c'est d'être indissociablement déterminé, pour une part, et déterminant. Et donc dire cela, c'est reconnaître que l'assujettissement n'a de sens que s'il s'attribue à un être reconnu ne pas se réduire à sa condition donc d'assujetti. Reconnaître qu'on a affaire à des sujets, c'est reconnaître que l'on a pour supérieur, pour reprendre la formule de Montesquieu, que ses égaux. Et en situation de république, dit Montesquieu, donc on a pour supérieur que ses égaux. Ça suppose donc de reconnaître ceux qui se trouvent être factuellement, parce que par exemple ils ont été élus, ou parce qu'ils ont été nommés par une hiérarchie. Dans les deux cas, on a affaire à une hiérarchie, eh bien, ils ne sont que des égaux. Tout chef n'est que le primus inter pares. Comme le disait Kant, tu dois obéir, donc tu peux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le sens du mot devoir, le sens du mot obéissance, où il y en a un, en tout cas pour toi, de sens, ça veut dire qu'en fait tu es libre, simplement toujours d'obéir, ou pas. Donc tout sujet et tout souverain sont toujours à la fois sujet et souverain. Souverain, je suis souverain en tant que je me donne une détermination, et je suis sujet dans la mesure où je reçois une détermination que je me suis à moi-même donnée. C'est ce qui définit l'autonomie, que l'on se trouve en situation de chef ou de subordonné. Que ce subordonné soit un salarié ou pas. Donc, conséquence de ce que je viens de dire, il ne peut y avoir d'abus d'autorité que parce que d'abord, il y a des abus d'obéissance. Celui qui se laisse faire est aussi, pour une part, responsable de sa collaboration. 3 autres points que ce sujet, selon moi, nous invite à penser. Premièrement, que dans les entreprises libérées, qui sont le type d'entreprise que je connais le moins mal, on s'efforce de faire comme si. C'est-à-dire qu'on s'efforce de faire en sorte que les sujets, c'est-à-dire pour une part, si on veut, les salariés, se vivent comme s'ils étaient des souverains, c'est-à-dire des chefs. Et donc j'ai rencontré dans ce type d'environnement une bonne part de... on se raconte qu'on est libre, on se raconte qu'on est tous égaux, que l'on coopère, alors même qu'on se trouve factuellement en situation de collaboration, d'inégalité hiérarchique, etc. En tout cas, on essaye de se vivre comme si, de faire comme si on avait un statut, si vous voulez, de coopératif. Dans toute organisation, deuxième enjeu que je vois à cette question, dans toute organisation, y compris dans des coopératives, eh bien, on observe des phénomènes d'emballement collectif, c'est-à-dire où les souverains en viennent à se comporter comme des sujets. Des phénomènes d'emballement collectif. Il y a donc un enjeu, pour moi, que je trouve vraiment fondamental, d'animation de réunion, qui est celui d'assurer, lors des réunions décisionnelles notamment, une libération de la parole permettant l'expression d'une diversité de points de vue. Parce que très facilement, y compris quand vous êtes en situation d'égalité hiérarchique dans une réunion, eh bien ces phénomènes d'emballement hiérarchique font qu'à un moment, tel ou tel individu en vient à se soumettre de lui-même à la majorité, par exemple, qui est en train de se dégager, etc. De sorte que la diversité cognitive tend inertiellement à se réduire. Donc il y a une difficulté à agir et parler en souverain, à oser la pratique de ce dont on a parfois le statut. Un dernier enjeu, et j'en finirai par là, dans quelque organisation à prétention démocratique dans laquelle on travaille, est celui d'assurer que la hiérarchie elle-même ne se trouve pas déresponsabilisée. C'est-à-dire que le souverain, si on veut, le chef, qu'il a été élu ou qu'il a été nommé, ne se trouve pas lui-même assujetti aux décisions du collectif décisionnaire. Donc vous voyez, je ne fais que défricher quelques pistes, mais c'est pour mieux lancer Stéphane sur ces beaux sujets. Merci, à toi de jouer.
Merci Thibaut. Je vais commencer par réagir à ce que tu disais, Eline, en disant on est de mondes complètement différents, et dans le monde de la coopération de travail, il y a de la souveraineté et il y a voilà. Juste m'arrêter là-dessus et faire une petite précision là-dessus. La coopération de travail qui s'incarne dans le statut juridique des SCOP en France, il n'implique pas forcément une souveraineté de tous les travailleurs. Hein. Juridiquement, tous les travailleurs ne sont pas forcément associés d'une SCOP. Hein. Il y a de la marge, donc il y a des SCOP dans lesquels, en effet, les travailleurs sont associés. Il y en a d'autres dans lesquels c'est une minorité. Il y a des SCOP qui se vivent explicitement comme étant des entreprises aristocratiques plus que démocratiques, pour reprendre les catégories de Montesquieu. Donc on est dans un système où juridiquement, les travailleurs associés, en effet, collectivement, au travers de l'Assemblée générale, on peut dire qu'ils sont souverains de l'entreprise, oui, on peut le dire. En revanche, sur la subordination, alors je vais peut-être tirer sujet vers subordination. Être travailleur d'une SCOP, c'est une position qui peut être ambiguë, y compris quand on est associé, puisque dans la majorité des cas, on a bien un contrat de travail et donc quelque part qui explicite le fait qu'il y ait une subordination. Mais d'un autre côté, le droit ne nous oblige pas à ça. C'est-à-dire que le droit considère le travailleur associé d'une SCOP en France comme étant quelqu'un qui est assimilé salarié pleinement d'un point de vue de la protection sociale et du droit du travail, sans qu'il y ait besoin de faire la preuve d'une quelconque subordination. Et donc, il y a des pratiques différentes. C'est-à-dire qu'il y a des scopes dans lesquels, en effet, les pratiques de management tendent à considérer les travailleurs, y compris associés, comme des salariés et subordonnés dans l'organisation du travail, et d'autres dans lesquels... Alors, à l'autre bout du spectre, en effet, on a, par exemple, de l'autogestion. Hein. Voilà. Pardon, je commence par une parenthèse. Je reviens. Il y a aussi des scopes libérés. Hein. Je ne sais pas si Kevin est dans la pièce, mais... Scopes voilà. Libérés. Libération et coopérative, en même temps. Mais bon, je te laisse poursuivre. D'accord. Tu me plonges dans un état de perplexité. Je comprends. Mais on en reparlera. Bon, alors pour revenir à notre sujet, je vais suivre, je vais peut-être même redire Thibaut, mais je vais le dire de manière moins savante parce que je suis moins savant. Mais en effet, je pense qu'il y a une. Alors peut-être en apportant une nuance. Moi, j'ai pas cette connaissance de l'étymologie non plus du sujet, et j'ai une formation intellectuelle qui vient plutôt des sciences politiques. Donc j'ai tendance à poser quelque chose qui est ne pas confondre. Comment dire ? Ne pas confondre l'idée. C'est une chose d'être assujetti à un pouvoir qui dicte ses règles et qui donc dicte des règles qui sont hétéronomes. Hein. Et c'est une autre chose de souverainement se doter collectivement de règles, d'une forme de pacte social dans lesquels on va en effet de manière autonome, là pour le coup, décider d'organisation entre nous et peut-être de hiérarchie. Hein. C'est bien deux choses différentes. Moi, c'est une différence que je fais entre le sujet et le citoyen. Et je préfère parler de citoyenneté économique dans une SCOP plutôt que de sujet. Et j'aurais tendance même plutôt à les opposer là-dessus. Mais j'ai bien entendu ce qu'a dit Thibaut. C'est tout le sens des pactes sociaux. Hein. C'est au travers d'un contrat social, on se départit de son indépendance, mais pour collectivement construire une souveraineté dans laquelle on va gagner des droits collectifs, des sécurités collectives, et donc on va peut-être se donner des règles. On va peut-être se donner des règles d'organisation, et dans ces règles, pourquoi pas de la hiérarchie, et pourquoi pas, voilà. On est, pardon, je termine. On est dans un monde souvent, dans l'économie sociale et solidaire de manière générale, où il y a des formes de mythes comme ça, et l'idée que une bonne organisation d'économie sociale et solidaire avec une bonne démocratie à l'intérieur, c'est quelque chose qui n'a pas de hiérarchie.
En fait, c'est complètement faux. Enfin, on peut décider ensemble de se donner une hiérarchie. Mon associé de toujours, Joseph Sangiorgio, donne toujours l'exemple des équipes de pompiers volontaires. Quand vous avez affaire à une équipe de pompiers volontaires qui va combattre un feu, bah, heureusement qu'il y a de la hiérarchie et heureusement qu'il y a des règles organisationnelles. Sinon, tout le monde serait en danger. Simplement, une fois que le feu est terminé, est arrêté, est éteint et qu'on est rentré à l'intérieur de la caserne, on débriefe, on prend le temps de discuter ensemble de ce qui s'est produit, comment ça s'est produit, ce qui s'est passé, etc. Et si on a quelque chose à dire ou à la chef d'équipe parce qu'elle a merdé au moment de l'intervention, on lui dit franchement et on lui dit dans les yeux et on en fait un sujet de débat. Et donc, vous avez là, pour moi, un bon exemple en fait des deux règles qui font que des deux sujets qui ah non merde je vais pas utiliser le mot sujet des deux thématiques des deux attentions à avoir quand on est dans une organisation du travail qui se veut démocratique, c'est interroger la question du pouvoir, ne pas confondre l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir est bien une capacité de contrainte sur l'autre. L'autorité, c'est une source de légitimité. Elle est reconnue par les gens. Hein. Elle n'est pas assumée par contrainte. On peut avoir 1000 autorités et 1000 sources d'autorité différentes à l'intérieur d'une organisation du travail coopérative. L'essentiel est d'interroger le pouvoir et de faire en sorte que, même dans une organisation qui semble égalitaire, sans hiérarchie, etc., on ne redéveloppe pas des effets de domination, d'aliénation, voilà, comme on en trouve partout. Donc, placer la question du pouvoir au cœur des discussions, s'interroger en permanence sur le pouvoir, faire en sorte d'ailleurs qu'il n'y ait pas de pouvoir, qu'il n'y ait que des autorités. Et puis, la deuxième chose, c'est en effet faire en sorte, j'ai Thomas Coutreau juste devant moi, faire en sorte qu'il y ait en permanence des lieux de délibération sur ce qu'on est en train de faire, notamment sur le travail. Et le travail réel. Hein, voilà. J'ai été long. Non, très bien, parfait. Merci beaucoup. Alors effectivement, il y a beaucoup d'idées et de concepts là-dedans. Ce qu'on peut en retenir, outre le fait qu'il faut décorréler la hiérarchie et la question du rapport souverain-sujet, les questions de l'autonomie, enfin, toutes les questions que tu viens de soulever. Ce qu'on retient aussi par rapport à la question, c'est qu'on a une articulation et une tension plutôt qu'une contradiction entre les deux termes, et que ça dépend aussi du contexte organisationnel et que ça ne s'exprime pas pareil en fonction du contexte dans lequel on est. La question que je me pose, c'est est-ce que cette tension ou cette articulation, elle se joue différemment quand on est dans des périodes de crise, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales? Est-ce que, de par votre pratique dans les entreprises, vous avez identifié des évolutions de cette tension entre la position de sujet, la position de souverain ou la posture de citoyen, si tu préfères reprendre ce terme-là? Et peut-être dans l'autre sens cette fois-ci, effectivement. Moi, j'ai pas de réponse très objective là-dessus. Je l'ai pas étudié, quoi. Ce que je sais, mais ça va être dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est que on baigne dans des imaginaires d'hommes providentiels à tes souhaits et de sauveurs. Pardon. On baigne dans des imaginaires où, en effet, la question du pouvoir, elle titille, quoi. Elle titille beaucoup de gens. On a beau être des bons démocrates, on a des sales réflexes de temps en temps, quoi. Et donc, dans les périodes de crise, je pense qu'il y a souvent, en effet, ce réflexe de se dire on va concentrer le pouvoir, on va réduire les lignes, on va faire appel à des articles 16 de la Constitution, on va déclarer l'urgence sanitaire, c'est ça, on va régler un problème d'épidémie en faisant un conseil de guerre restreint et dont les débats seront secrets. Enfin, voilà, c'est ce que l'on fait. Et en réalité, d'expérience, en période de crise, on a intérêt à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire à agrandir les cercles de décision, les moments de délibération, et donc à approfondir la démocratie. Le Covid est un bon exemple. Hein. Il y a un certain nombre d'organisations dans l'économie sociale et solidaire, de manière générale, le monde coopératif en particulier, que je connais, où en effet on a fait ce boulot-là,
qui est de dire, oui, face à cette espèce de chose sidérante qui nous arrive, non, on ne va pas concentrer les pouvoirs entre les mains d'un directeur général. Au contraire, on réunit, on crée des nouvelles instances ad hoc, souples, mais qui sont des lieux de débat, de délibération, où on va faire fonctionner à fond l'intelligence collective. Oui, je n'ai rien de tellement plus pertinent à ajouter que ce que vient de dire magnifiquement Stéphane. On s'en remet en tout cas à un représentant la plupart du temps. On l'a élu pour ça justement parce que on ne peut pas. Aussi pour que les gens puissent faire du travail opérationnel. Typiquement dans une entreprise, les gens, je sais pas, vous avez des installateurs chauffagistes, eh bien il faut que les gens ils sont la plupart du temps sur le terrain. Et donc il y a une personne à qui on délègue pour le temps d'un mandat, le temps le choix de décider aussi au nom du collectif, et ensuite lors de la réunion opérationnelle mensuelle suivante, eh bien il rend des comptes devant tout le monde des décisions qu'il a dû prendre par lui-même, donc y compris en situation de crise. Mais je vois pas, en tout cas, je n'ai pas observé moi de rupture, de changement de pratique. Le tout, c'est justement de trouver les bonnes échéances, la bonne régularité de la prise de décision d'une équipe, d'un collectif de travail, par exemple d'une quinzaine de personnes. Eh bien, effectivement, ça me semblait assez judicieux qu'ils se réunissent tous les mois pour prendre un maximum de décisions concernant le collectif. Et si de manière intermédiaire, il y a des décisions qui doivent être prises entre-temps, soit l'élu, le manager, en tout cas, prend les décisions en conscience, ensuite, et en rendant compte a posteriori de ces décisions, sachant qu'ensuite, à la fin de l'année, de toute façon, il devra rendre des comptes et son poste sera à nouveau mis sur un sellette. Soit, j'ai oublié la deuxième partie de ma phrase, soit ça se passe pas comme ça. Merci, je pense qu'on arrive au bout des 20 minutes et qu'on peut peut-être réunir les 2 sessions de questions. Donc également. Je propose peut-être que Béatrice et Thomas reviennent. On va mettre une autre chaise et on va prendre les questions. Là, on va se laisser un petit peu le temps quand même. Et oui, c'est bon. Bonjour, merci, je suis là. Je m'appelle Corinne, je travaille à la CGT et c'est vraiment un pur hasard qu'on se soit mis à côté de la camarade de la CFDT, mais c'est plutôt chouette. J'avais des questions à tout le monde. Il me semble que tous les choix d'exemples que vous avez donnés depuis ce matin, c'est quand même très axé sur les scopes, les cycles, les entreprises libérées. Et du coup, je me demande si vous considérez, ou les organisateurs considèrent que c'est mort et qu'il n'y a plus d'utopie à penser qu'on peut avoir de la démocratie dans les entreprises un peu plus classiques. Ce que nous, on combat à la CGT et on met en place beaucoup de choses là-dessus. Et la deuxième question, beaucoup plus pratico-pratique, est-ce qu'il y a des syndicats dans les scopes et les SIC et les entreprises libérées? Voilà. Vous n'en avez pas parlé. il y avait ensuite... je vous propose qu'on prenne les questions 3 par 3, puisque je vois qu'il y en a beaucoup. Oui, bonjour, Anne-Claire Pignal, praticienne de l'économie sociale et solidaire depuis 20 ans. Pour rebondir sur le dernier sujet, sujet et souverain, sujet effectivement, selon moi, fait écho à la subjectivité de chaque individu qui se construit, et souverain fait aussi référence à la responsabilité que chacun et chacune peut prendre dans la société, et en particulier dans l'organisation de la vie économique et sociale et dans ces organisations de travail. La subjectivité et la part de responsabilité que chacune, chacun portons dans nos organisations méritent d'être en capacité de l'exprimer, de la construire, de pouvoir être en capacité de l'extérioriser et de pouvoir être en capacité d'entendre aussi celle des autres. Et il me semble que dans
nos éducations de manière générale dans notre société, dans nos sociétés occidentales notamment, et dans les organisations, et en particulier dans les organisations de l'économie sociale et solidaire, ce sont des capacités qui sont nécessaires aux espaces de délibération qui sont insuffisamment travaillés. Voilà. On va prendre ensuite, il y avait juste Elena, et ensuite on va vous laisser répondre et prendre l'autre salve. Je vous ai vu, hein. Oui, merci à tous. Alors, je vais rebondir sur la question, c'est un mythe qu'il n'y ait pas de hiérarchie, parce qu'effectivement, et j'aimerais parler du concept d'autorité, parce que tout le monde fuit le concept d'autorité comme la peste, y compris les philosophes, mais il y a quand même un concept d'autorité qui est très important, qui est Joseph Ras, je ne sais pas si vous connaissez, l'autorité comme service au service de ceux qui doivent obéir. Parce qu'il n'y a pas, à partir du moment où il y a un collectif, où il y a un bien commun, on ne peut pas se passer d'autorité. C'est-à-dire c'est complètement impossible. Chaque personne, à partir du moment où on est 3 ou 4, il y a l'autorité qui surgit. Donc il vaut mieux la regarder en face que faire comme si elle n'existait pas. Alors, les philosophes fuient l'autorité comme la peste parce que c'est censé être antinomique de l'autonomie et de la responsabilité morale. Mais Hannah Arendt elle-même dit que justement le problème des sociétés libérales, c'est que l'autorité et l'autonomie a diminué simultanément. Donc ce qu'il faut faire, c'est augmenter les deux en même temps. Et par rapport à la question sur est-ce que c'est seulement les ESS qui sont en cause, l'autorité, elle existe absolument partout. Elle est indépendante des formes de propriété. On n'a pas besoin d'un truc de capital pour se sentir être subjugué par l'autorité. Moi, je travaille dans une institution publique, l'université, et l'autorité y est exercée sans aucun doute. Bon, ce qui est très important dans le concept d'autorité, c'est que la seule forme de sa légitimation, c'est certainement pas la propriété, ça sert à rien. En gros, oui, c'est justement de prendre les décisions démocratiquement. Et c'est pas seulement le problème de la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est l'autorité représentative. Donc là, par exemple, McMahon, il parle d'autorité réflexive. Ce sont les gens qui subissent l'autorité qui doivent définir quelles sont les règles auxquelles ils vont devoir obéir. Je veux bien répondre à la première question. Ouais, moi aussi. Alors, vas-y. On va commencer par la première. Est-ce qu'il y a des syndicats dans les coopératives et dans l'ESS? C'est une très bonne question. Et Nadine Richer-Battesti, il y a quelques années, avait conduit une enquête super intéressante sur la qualité de vie au travail dans les entreprises de l'ESS. Alors, les entreprises de l'ESS, majoritairement, c'est des associations en termes de volume. Et ça montrait que, schématiquement, tous les indicateurs habituels de mesure de la qualité de vie au travail étaient dans le rouge, sauf un qui était que les gens étaient hyper contents de travailler là où ils travaillaient. Et il y a des choses qui s'expliquent. Donc, par exemple, un moins bon niveau de salaire, ça s'explique par les modèles économiques, par exemple. Mais il y a des choses qui me paraissent inexplicables. Et par exemple, dans cette enquête de Nadine Richer-Battesti, elle montrait qu'il y avait moins de dialogue social dans les associations que dans les entreprises classiques. Et ça, pour moi, c'est juste intolérable. Comment est-ce qu'on peut être organisé sous forme associative et ne pas respecter j'allais dire ce minimum syndical, c'est une mauvaise blague, mais ce minimum de la vie collective en entreprise, c'est pas possible, c'est injustifiable. Donc, est-ce qu'il y a des syndicats dans les entreprises de l'ESS? Dans certaines, oui, mais aujourd'hui, clairement, pas dans toutes. Chez nous, à Enercoop, on a un dialogue social très riche. On a 3 syndicats représentatifs. Il y a la CGT, il y a Sud et il y a la CNT. Il y en a que 2 représentatifs aux dernières élections, le Sud et la CGT. Et on a un dialogue social très nourri.
Et on a plein d'autres outils annexes en plus du dialogue social. Par exemple, on a un cercle de rémunération qui réunit un représentant de chaque service qui est nommé par une élection sans candidat, parce qu'on va assez loin chez NRCOP. Donc pour un mandat de 2 ans, chaque service désigne une personne qui va être en charge de réfléchir à la politique salariale et d'analyser en fait la grille de rémunération, la grille de salaire, la politique de primes individuelles, etc., et de faire des alertes ou des recommandations. C'est aussi une instance qui peut être saisie par des salariés qui seraient mécontents des suites qu'on aurait données à leur demande d'augmentation. Et ce groupe-là ne vient pas se substituer au dialogue social entre les syndicats et la direction. Il vient nourrir leur réflexion. Donc il vient apporter à la table des négociations une photo qu'il a faite de la situation. Et du coup, nous, à NRCOP, pour le coup, on a un dialogue social de très grande qualité, je dirais. Pour autant, il y a de la hiérarchie chez nous. Il y a même des managers intermédiaires, où là, gros mots, et là, du coup, je suis obligée de faire un aveu, c'est que j'ai vu qu'on m'avait présenté comme étant secrétaire générale adjointe, je suis même directrice générale adjointe, alors, en très très gros mots, il y a même 4 directeurs, un codir un peu plus élargi et des managers intermédiaires. Pour autant, on a un fonctionnement ultra horizontal, des cercles de décision, des endroits où les gens sont consultés, des endroits où ils ont voix au chapitre, et on a des modalités de prise de décision qui sont des modalités ultra participatives. On utilise des tas d'outils, j'ai parlé d'élections sans candidat, on fait beaucoup de gestion par objection, on fait ce genre de choses qui permettent effectivement d'essayer de réduire cette dichotomie dont parlait Stéphane entre le fait qu'on est salarié, il y a un lien de subordination, il existe en fait. Et pour autant, on a envie qu'il y ait de la concertation dans nos prises de décision. Oui, j'enchaîne, mais grosso modo, Béatrice et moi, on est sur les mêmes lignes pour beaucoup de choses. À noter quand même que dans le monde de l'économie sociale et solidaire, ce que tu peux dire, et ce à quoi j'adhère complètement, reste plutôt minoritaire. C'est-à-dire que la question du dialogue social, elle reste un tabou dans beaucoup d'organisations militantes, de manière générale. Je vais mettre plutôt ce mot-là, parce que c'est pas que de l'économie sociale et solidaire, mais mais dans des organisations militantes, il y a un problème. Je vous conseille la lecture d'un petit bouquin qui s'appelle Arthur Bromoro, qui a écrit un petit bouquin sur le syndrome du patron de gauche. C'est assez succulent. Mais bon, voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a tout un courant de sociologie critique du travail associatif qui s'est développé ces 20 dernières années et qui fait, bon, voilà, il y a des choses. Mais je m'inscris complètement dans ce que dit Béatrice. C'est des syndicats du dialogue social, oui, il y en a, mais vraiment pas assez. Et surtout, il y a une vraie nécessité d'inventer quelque chose. Mais pour inventer, il faut déjà avoir compris les règles de comment ça marche, légalement, etc. Enfin, on met en place des instances, on les fait fonctionner, et puis ensuite on est créatif. Il y a cette nécessité de créativité. On doit impérativement, sans doute, aller dans beaucoup d'organisations coopératives vers des formes de bicamérisme. Je regarde Isabelle qui utilise beaucoup ce terme-là, mais c'est exactement ça qu'on trouve dans un certain nombre d'organisations coopératives, où finalement, on essaie de bâtir autour des instances de représentation du personnel une vraie instance de gouvernance que l'on place finalement sur un même niveau que le conseil d'administration, et d'organiser le dialogue entre les deux. Enfin, il y a beaucoup de créativité à avoir, mais c'est un chantier, c'est évidemment un chantier. Et puis, juste une chose sur la question sur les... Oui, mais oui, bien sûr, la question de la démocratie, elle se pose dans toutes les organisations et pas simplement dans les scopes. Moi, je m'arrête juste sur cette posture intermédiaire parce que ça m'énerve quand même un petit peu. On a quand même tendance, et encore aujourd'hui, et encore ce matin, on l'a fait beaucoup, à réduire les coopératives au scope et aux coopératives de travail. Ce qui est, voilà, Thomas parlait de marginalité au carré, au cube, j'en sais rien, mais c'est vraiment ça, quoi. Le monde coopératif, c'est plus d'1 milliard de sociétaires sur Terre, et c'est une infime minorité qui sont dans des coopératives de travailleurs. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une coopérative agricole ou une mutuelle d'assurance, je mets la mutualité dans le même panier, ou dans une coopérative de consommatrices ou de consommateurs, qu'on n'est pas dans une organisation démocratique. Peut-être que la démocratie fonctionne extrêmement mal, c'est possible, mais la démocratie, c'est un idéal, c'est une dynamique, c'est un chemin. On n'est jamais assez démocratique, donc tout est à construire. Moi, je rêve déjà que
à l'intérieur du monde coopératif et du monde mutualiste, on se réapproprie pleinement cette question de la démocratie. Parce qu'il y a un vrai levier de transformation sociale là. Merde, la moitié du système bancaire français, il est coopératif. Quand est-ce qu'on va faire un petit peu d'activisme dans les assemblées générales pour faire bouger les choses? Et idem dans le monde mutualiste, etc., etc. Il y a un vrai levier de transformation sociale que l'on a déjà et qu'on n'utilise pas. Une réponse moi très rapide parce que j'interviens donc régulièrement dans des entreprises pour essayer effectivement d'y développer alors ce qu'on peut appeler des formes de démocratie en entreprise. Ce que je crois c'est que y compris dans l'environnement le plus je dirais classique, capitalistique, top-down que l'on voit, eh bien il y a toujours en fait des marges de manœuvre permettant de pratiquer. Alors j'oserais pas utiliser le terme de démocratie participative, mais à minima du management très participatif dans lequel effectivement on va stimuler non seulement beaucoup l'intelligence collective, mais aussi là, des processus de codécision. Enfin, il y a toujours, me semble-t-il, là où on est, si on est un manager de bonne volonté, des marges de manœuvre permettant de s'appuyer en fait sur la base, ne serait-ce que parce qu'on y trouve son intérêt. Et comme le disait Machiavel dans Le Prince, le souverain, le prince, le chef, ne serait-ce que par l'effet d'un bon calcul, il doit calculer qu'il est de son intérêt d'essayer de maximiser non seulement l'adhésion de ceux qui vont avoir à mettre en œuvre les décisions, mais aussi pour sa propre prise de décision, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de points de vue avec la plus grande diversité cognitive qui s'exprime. Donc non seulement je crois, mais je le sais. Après, la question reste, là, si on veut, pour les théoriciens, celle de savoir si on peut plaquer là-dessus le terme ou pas de démocratie. En tout cas, quand bien même il n'y a pas de partage de l'avoir, il peut y avoir un partage du savoir et du pouvoir, très clairement. Donc là, on approche de la fin, donc je vous propose de prendre les questions. Là, j'en ai vu 5 déjà, c'est beaucoup. Et vous aurez le choix de répondre rapidement ou ne pas répondre, en discuter durant le déjeuner, en sachant que là, je n'accepte que les questions qui ne sont pas des questions débat qui amènent à débattre une demi-heure dessus, puisqu'on va pouvoir débattre durant le déjeuner. Donc, on avait Christian, Vincent, Magali, Cédric et Christian. Donc, Christian Kibert. Deux questions. La première, c'est autour du groupe précédent. Moi, je me posais la question de pourquoi on oublie une instance de production qui a été majeure jusque sans doute au 16e, 17e, 18e, qui sont les communes républicaines. Et je pense au bouquin de Boucheron qui vient de sortir, à un autre livre d'un Anglais sur la fondation des communes républicaines. Vous savez que les communes républicaines ont occupé toute l'Europe jusqu'au XVIe siècle, pratiquement. L'Europe était gouvernée en communes, et c'est au sein des communes qu'on gérait les communs. Alors je pense aux travaux d'Ornstom. Donc je vous signale juste ça, parce que je me demande si penser la démocratie que dans les entreprises, entre guillemets, c'est suffisant. Et ma deuxième question, elle est autour de citoyenneté sujet. Donc elle est un peu pour vous. Il y a deux conceptions du sujet. Il y a la conception qu'on trouve tous les jours dans la rue, j'allais dire. Le sujet, c'est quelqu'un qui obéit, etc. Mais il y a l'autre conception, qui est la conception du sujet libre, dynamique, agissant. Et donc ça renvoie au mode d'interpellation, quoi. Je voulais juste le poser. Non, mais mettez bien votre micro sous votre menton, parce que j'ai l'impression que dans le fond, ils nous disent « on n'entend pas ». Oui, très rapidement. J'ai bien aimé la dernière table ronde parce que j'ai eu l'impression qu'on élargissait un peu la notion de démocratie en prenant plusieurs types d'angles de vue et pas en limitant l'angle de vue à l'aspect gouvernance ou élection ou procédure électorale au sens un peu large. En gros, comment je détermine qui est mon chef. Et c'est vrai que si on prend les différents temps de la démocratie, l'élection, la délibération, la décision, je rajoute l'exécution et la reddition de comptes, on s'aperçoit que l'entreprise, sachant que je suis chef d'entreprise, donc je représente le grand capital, l'entreprise est peut-être plus démocratique qu'on la présente ici. Donc c'était un peu ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que l'entreprise est beaucoup plus démocratique qu'on le pense? Si on prend les différents thèmes, notamment par exemple la délibération, où l'exemple de l'Assemblée nationale aujourd'hui ne montre pas une grande capacité à délibérer collectivement, alors qu'on le fait tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Merci.
Bonjour, Magali Savès. Alors, j'ai des questions débat. Du coup, je les pose et puis on verra si on débat ou pas. J'ai deux questions. Les deux portent sur coopérer pour bifurquer. La première, c'est que la plupart des interventions, et c'est normal, sont concentrées sur la coopération au sein des entreprises. Or, pour bifurquer vers... dans une idée écologique, il me semble que la question de la coopération entre organisations se pose aussi sur un même territoire et que c'est une forme de démocratie, pas en organisation, mais entre organisations, qui serait intéressante d'explorer. Et deuxième question qui peut appeler une réponse très brève, là, particulièrement dans le cas d'Enercop. Vous avez beaucoup parlé de statut, de procédure démocratique, mais il me semble que en fait, votre entreprise il y a un certain biais, entre guillemets, ce qui est que vous aviez l'ambition une ambition écologique dès le départ. Il me semble que pour relier la coopération en entreprise avec la capacité à bifurquer dans une optique écologique, la question de la formation des salariés pour qu'ils puissent réellement d'armer les salariés pour vraiment prendre part à cette coopération dans une optique d'écologisation me semble intéressante. Et donc, je voulais vous poser la question de savoir quelle formation, dispositif de formation ou d'information vous aviez au sein d'Enercop. Vous avez oui. Merci beaucoup pour vos interventions. Cédric Dalmasso. Donc moi, j'ai deux questions débat. Je ne suis pas encore les consignes de Corentin. Vous avez indiqué la phrase claque, il n'y a pas des abus d'autorité, il n'y a que des abus d'obéissance. Je note en tout cas dans les interventions qu'on peut faire en partenariat avec des entreprises que ce n'est pas forcément évident pour les acteurs de se saisir ou de se départir de l'obéissance. Comprendre une situation, la partager, adopter un certain langage, une rhétorique, ça nécessite un travail, un équipement. Et du coup, on a beaucoup parlé de dialogue social et de dialogue professionnel, enfin dialogue social, et puis aujourd'hui, beaucoup d'acteurs et des acteurs syndicaux également portent une voix qui dit qu'il est plutôt aujourd'hui empêché ou qu'il ne se saisit que partiellement de nos enjeux. Et il y a deux voies par rapport à ça. Certains appellent à une nouvelle législation qui permettrait d'offrir un cadre renouvelé à nos dispositifs de dialogue. D'autres appellent à une radicalisation des travailleurs, une sorte de politisation et des actions peut-être un peu plus dures. Il existe peut-être une troisième voie et j'aimerais vous entendre sur ces questions, soit sur leur pertinence ou leur impertinence, soit sur les moyens d'agir. Et puis pour faire très court, désolé Corentin, une petite incise, on a effectivement évoqué la place du nucléaire et donc je ne peux pas ne pas poser cette question. Il y a un vieux débat entre l'idéal et le matériel. Je ne vous cache pas que je suis assez séduit par les propos de Jean Covici et ce qui ne veut pas dire forcément qu'il soit juste et qu'il ne faille pas en débattre, mais il y a une question de savoir y a-t-il des conditions matérielles plus ou moins favorables et est-ce que la question c'est l'absence de débat démocratique sur le nucléaire, et là je vous suis, ou est-ce que la question c'est la manière dont on peut se saisir de cette question et la faisabilité d'autres dispositifs énergétiques. C'est vraiment pour ouvrir le débat. Je vais prendre une décision arbitraire. Je le sais que Thomas et Béatrice ne sont pas là cet après-midi, donc si l'un ou l'autre, ou les deux, avaient des réponses courtes, c'est parfait. Et Stéphane et Thibaut, vous aurez l'occasion de discuter avec eux durant la journée. Alors la réponse est oui. Non. Non, c'est une blague. Non, je vais surtout être sur un peu transversal entre notamment la première et la troisième question, sur l'enjeu des alliances.
et des communs. En effet, bon, je ne l'ai pas forcément mis en avant tout à l'heure, notamment sur cette perspective qui ne vous a peut-être pas encore convaincu sur la dimension méso, mais c'est pas ça. Le point, c'est de savoir où est-ce qu'on reconstruit des alliances, avec qui et comment. Et bien sûr, à ce moment-là, c'est compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment se construisent une variété d'alliances. Et si on regarde aussi le mouvement coopératif dans pas mal de pays du Sud, en particulier en Amérique latine, on voit des ancrages locaux dans un mouvement communautaire. Donc là, c'est en lien avec ce que tu évoquais dans des sociétés en partie pré-capitalistes, parce que c'est quand même intéressant de voir dans des sociétés qui ne sont pas complètement capitalistes, quoi, et dans lesquelles il y a une partie de l'activité qui est une activité de résilience. Alors peut-être que le terme résilience n'est pas bon, on peut pinailler pendant des heures si on veut, mais en fait, c'est notamment la question du lien au vivrier. Ça pourra nous servir aussi pendant l'effondrement ou après l'effondrement, de savoir comment on fonctionne avec le vivrier pour se nourrir, pour avoir de l'énergie, etc. Je ne sais pas si on fera marcher Twitter à ce moment-là, mais peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ces fonctionnements communautaires, qui sont aussi des pistes, même sur des formes très différentes, puisqu'on est dans une société beaucoup plus intégrée dans un appareillage industriel et aussi administré, on va dire bureaucratique, mais c'est de voir comment il y a un lien à la question de l'alimentation, de l'énergie, de l'éducation, de toute une série de choses aussi sur le care, s'occuper des enfants, des personnes âgées. Alors la question du genre est absolument centrale, d'où la question de l'écoféminisme en lien aux enjeux agroécologiques, en particulier au Brésil, où il y a des trucs vraiment super intéressants sur des coopératives de femmes. Et ça nous donne des points de réflexion, y compris pour voir comment ça se fait ici, avec du coup des grandes entreprises qui, pour certaines, sont productivistes, et donc de voir comment est-ce qu'on relie les acteurs les actrices tels qu'ils vivent sur un territoire. Alors bien sûr, on a plein d'entreprises qui sont complètement déterritorialisées parce que le capital, presque par essence, n'a pas d'ancrage territorial. C'est pour ça que la question du réencastrement est toujours absolument essentielle. Mais quand on travaille avec les gens qui bossent à un endroit, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du mouvement coopératif, c'est que là, très souvent, les coopératives et les structures d'économie sociale, elles sont ancrées dans leur territoire. C'est pas un truc qui est le capital n'est pas extérieur, le capital est porté par les personnes, c'est bien des sociétés de personnes. Et donc, les alliances, c'est des entreprises, oui, bien sûr, c'est de l'intercoopération. C'est dans l'Alliance coopérative internationale 1895, le principe de l'intercoopération. C'est le 7e. C'est celui peut-être qui marche le moins bien. Mais il faut toujours essayer. C'est absolument essentiel comme élément de dire on va travailler sur la question d'intercoopération. Est-ce qu'on forme un tout? Est-ce qu'on va acheter d'abord à des espaces d'ESS ou est-ce qu'on va acheter n'importe où au moins 10 ans? C'est aussi un principe de responsabilité, puisqu'on l'a évoqué, Elena l'évoquait tout à l'heure, la question de la responsabilité, de souveraineté. C'est aussi des questions de souveraineté. Tout à l'heure, j'évoquais la question de clore un périmètre de concurrence. C'est aussi des éléments de choix. Dans la chaîne de valeur, hein. C'est pas simplement pour l'achat, moi je suis à Enercop, ok, c'est très bien, on s'en fout que je sois à Enercop ou pas, c'est dans l'ensemble de la chaîne de production. Et donc la recomposition de ces alliances est un truc vraiment essentiel, parce qu'il y a des acteurs, des actrices qui portent le territoire, qui portent la production, qui portent les usages, et c'est un élément de refondation en fait qui est la façon dont on va pouvoir penser les communs. C'est tout ce qu'il y a derrière les travaux d'Ostrom et la façon dont ils ont beaucoup irrigué depuis qu'elle est passée en 2011 en France. Et de voir c'est quoi les institutions qu'on met en place pour gérer ces trucs communs. Et c'est pas juste d'un côté que le travail ou que les consommateurs et les consommatrices, mais c'est la variété de ceux qui sont impliqués là-dedans. Et là, on a un chantier qui est aussi très profondément marqué par la question de la démocratisation, pour comprendre aussi comment on travaille avec nos milieux. Et là, le point central, c'est la question de nos alliances, y compris pour penser à ce que nous disent nos copains écolos, les alliances qu'on fait avec le vivant. Comment est-ce qu'on va produire, comment est-ce qu'on va traiter la terre, comment est-ce qu'on va traiter les fleuves, les rivières, etc. C'est aussi une manière de renouer avec le vivant. Et là, ce que nous disent les écoféministes brésiliennes, c'est quand même super intéressant sur la façon de traiter avec le vivant, qui nous est complètement étrangère, parce qu'on reste quand même très cartésien sur ce relation vivant. Mais du coup, cette alliance, elle est là aussi. Alors, c'est sûr que c'est pas très bankable sur un marché directement de travailler différemment avec le vivant. Mais c'est aussi changer, de voir comment est-ce qu'en changeant d'indicateur, on change d'épistémé. Je veux bien essayer de répondre très vite sur la question de l'intercoopération, bien au-delà du cercle de l'entreprise, évidemment que c'est essentiel. Je vais donner 2 exemples. Nous, à Enercop, on a cofondé un collectif qui s'appelle les Licornes, avec 2 O.
C'est un petit clin d'œil aux licornes avec un seul O. Vous voyez ce que c'est, les licornes avec un seul O? Je ne parle pas de l'animal mythologique, mais je parle de ces entreprises non cotées en bourse, mais qui ont des capitaux très importants, dont notre ancien ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, voulait qu'on les voit exploser, les licornes françaises, il en fallait plein. Quand on regarde ce qu'elles font, les licornes françaises, on s'aperçoit que la majeure partie d'entre elles ne payent pas d'impôts en France et ont des activités économiques ultra climaticides. Donc nous, on a dit, en fait, nous, on n'en veut pas de vos licornes. Nous, on veut des licornes avec 2 os. Et donc, c'était initialement un regroupement de 9 et maintenant, on est 12 coopératives qui nous reconnaissons comme étant des coopératives radicales de la transition. Et notre objectif, c'était bien justement de se dire, on est toutes dans des champs ultra concurrentiels. Il y a Télécoop qui fait de la téléphonie mobile, par exemple. Il y a Biocoop pour la distribution du bio. Il y a la Nef pour la banque. Enfin, on est toutes sur des secteurs où il y a beaucoup de concurrence. Et une des choses qu'on s'est dites, c'est que quelqu'un qui est client chez Enercoop, il y a des chances qu'il soit très intéressé par prendre un forfait de téléphonie mobile chez Télécoop parce que ça poursuit une espèce d'engagement cohérent, d'aller faire ses cours chez Biocoop, etc. Donc il y avait une idée de mettre en système différents poches de résistance sur des endroits ultra concurrentiels où on pouvait consommer différemment. C'est un premier exemple d'intercoopération. Le deuxième, il est plus ancré territorialement, mais nous, en tant que fournisseurs d'électricité, on essaye de privilégier chaque fois que c'est possible de la production d'énergie renouvelable en gouvernance citoyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye à chaque fois que c'est possible d'acheter notre électricité à un collectif qui rassemble autour de la table la collectivité dans laquelle ça se passe, les riverains autour desquels, les riverains qui habitent près des endroits où on a posé les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques, les entreprises du secteur qui ensemble vont réfléchir à ok, on va produire ici quelle quantité, pour faire quoi, on veut alimenter qui avec ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on fait de notre surplus, à qui on le vend, dans quelles conditions, etc. Donc nous, on est très très promoteurs de ce modèle qui est soutenu en France par une organisation qui s'appelle Énergie Partagée. Et c'est un très bon exemple d'intercoopération, parce que là, c'est vraiment une intercoopération avec, là encore, toutes les parties prenantes autour d'un sujet sur un territoire. Et quant à la question de la formation, elle est évidemment essentielle parce que clairement, on n'a pas tous les mêmes outils pour coopérer. On ne devient pas coopérateur, on le devient. En tout cas, ça nécessite un accompagnement. Donc, en tout cas, chez Enercoop, on a un socle de formation de base qu'on propose à tous les salariés. On propose à tous les salariés à l'arrivée une formation à la communication non violente pour instiller un esprit d'échange et de discussion. Et cette formation, elle est proposée plusieurs fois. On peut faire des recyclages tout au long de son parcours chez Enercoop. On est accompagné depuis des années par l'Université du Nou sur tous les outils de la gouvernance partagée. Et donc, on a une formation spécifique pour les nouveaux arrivants, pour qu'ils s'acculturent avec la philosophie générale et les outils qu'on met en place. On a une formation sur l'intelligence collective de la même manière. Et on a un outil absolument génial qui s'appelle le JAF, le Jardin d'animation et de facilitation. Ce sont aujourd'hui, doivent être 8 salariés qui ont une délégation horaire, qui sont formés et qui sont là pour accompagner n'importe quel autre salarié de la maison qui aurait envie de s'assurer que le projet qu'il est en train de conduire, la réunion qu'il doit mener, le séminaire qu'il doit animer, soit fait dans les meilleures règles possibles de l'intelligence collective et de la gouvernance partagée. Donc on peut aller frapper à la porte du jardin d'animation et de facilitation qui conçoit dans l'entreprise pour dire voilà, moi j'ai ça à faire, un projet, un séminaire, et j'ai envie que ça soit vraiment le plus participatif, le plus mobilisateur de l'intelligence collective. Et donc on a des salariés qui ont du temps dédié pour accompagner les autres à monter en compétence là-dessus. Je vais dire juste un mot sur Jean Covici, parce que ça va nous prendre 2h30. Sinon, je ne suis pas surprise que vous soyez séduite par Jean Covici. La BD de Jean Covici, ce n'est pas la BD la plus achetée en 2023, c'est le livre le plus acheté en 2023. Enfin, c'est complètement surréaliste. Peut-être parce qu'il s'est associé avec un dessinateur de grand talent. Mais donc, je ne suis pas surprise que vous soyez séduite par ce qu'il raconte. Moi, je vois quand même plusieurs limites. D'abord, au prisme de la décarbonation, on oublie toutes les autres incidences sur les écosystèmes. Et c'est très important de décarboner, mais ça ne suffit pas, en fait. Et ensuite, la question de la gouvernance, elle est quand même très essentielle. Nous, on promeut un modèle qui est un modèle décentralisé, où on produit l'énergie localement sur les territoires et où on associe les gens. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une différence essentielle, même encore une fois, sans rentrer dans les questions que la gestion des ressources nécessaires pour produire du nucléaire, ou encore la gestion encore plus problématique des déchets fournis par les nucléaires se pose massivement, ou encore, en ce moment, ça a vraiment d'actualité, on a plein d'EPR qui sont construits sur des zones inondables,
toute la petite côte ouest de la France, là, on a érigé des murs, on grandit les murs chaque année pour protéger la centrale. Enfin, on est quand même dans un espèce de déni sur la réalité des changements, ce que ça va impliquer et ce que ça aura comme conséquence sur notre souveraineté énergétique et sur les risques qu'on prend à se lancer là-dedans. Et enfin, dernière chose, le problème de la relance massive initiée par Emmanuel Macron, à mon sens, c'est qu'on met tous nos œufs dans ce seul panier. Toutes les ressources sont dirigées vers la construction de nouveaux EPR. On a allégé toutes les normes de sécurité sur les anciens réacteurs qui arrivent tous en fin de vie et qui posent beaucoup de questions de sécurité. Et pendant qu'on fait tout ça, on ne met pas d'argent sur le développement de l'énergie renouvelable. On est ultra en retard sur nos objectifs européens. Il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de moyens. Et donc, on prend du retard sur des énergies alors qu'il y a 3 scénarios, un réalisé par l'association Negawatt, un réalisé par la RTE, donc le réseau du transport de l'électricité, et un rédigé par l'ADEME, donc c'est pas un négawatt, on pourrait dire que c'est des affreux gauchos, mais les 2 autres, on peut pas dire ça. 3 scénarios qui montrent qu'un horizon 100% renouvelable est possible, mais il faut s'en donner un peu des moyens, et il s'accompagne d'un gros manque dans nos politiques publiques, qui est celui de la question de la sobriété de nos usages. Merci beaucoup à toutes et tous.